m'adresse souvent aux jeunes filles qui sont dans des startups ou dans la tech et je leur dis, vous savez, quand j'ai créé mon entreprise, vous n'étiez pas encore nés. En fait, la création de cette entreprise, c'était un pur hasard. C'était une opportunité que j'ai saisie tout simplement. Il y a 35 ans, c'était un plafond de verre par rapport au nationalisme. C'est-à-dire que vous ne pourriez pas espérer avoir un poste de direction. Il faut savoir que maintenant, le métier de l'offshoring, il exporte autant que l'aéronautique. En 2024, c'est exactement le même chiffre. Nous, les Marocains, on adore des deadlines. Vous savez, quand on a dit à Sa Majesté que le tramway va rouler le 12-12-2012, beaucoup de jeunes n'y croyaient pas. Là, on dit 2030, je suis sûre qu'on sera prêt en 2030. Les jeunes aujourd'hui, je leur dis ne tardez pas trop parce qu'il y a tellement d'opportunités au Maroc que vous risquez de les rater. Revenez au pays, il y a beaucoup de choses à faire. Ceux et celles qui sont là et qui sont pas toujours très contents de ce qui se passe, je leur dis changez les choses, c'est à vous de les changer. Bonjour. Bonjour. Un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Merci. Alors, Sylwa, la première question qui me vient à l'esprit, elle concerne ce lien de 35 ans aujourd'hui avec la fédération, avec la PEBI. Avec la PEBI, oui. Qu'est-ce qui fait qu'on reste aussi attaché, aussi fidèle à une fédération comme ça? Peut-être parmi les anciens dans le secteur, qui restent encore dans le secteur. On n'est plus beaucoup. Bon, c'est vrai que j'ai pris ma retraite en tant qu'entrepreneur, mais je reste liée en fait à tout ce qui est digital, tout ce qui se passe, l'actualité. Et puis, il n'y a pas mieux que d'être proche de la fédération pour justement suivre tout ce qui se passe au niveau du secteur. Donc, quand on s'intéresse au secteur du digital, il faut être à la PEBI. Exactement. Du coup, ça nous amène à parler de vous, donc à votre histoire et à toutes les réalisations extraordinaires que vous avez menées. Jeune femme, ici, très jeune, d'une famille modeste qui prend le risque de s'intéresser à un secteur qui à l'époque n'était pas du tout ni en vogue, ni dans le monde, ni même encore moins, encore au Maroc. Tout à fait. À 25 ans, vous créez votre première entreprise. Oui. C'est assez quand même incroyable. Hein. Même aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes, même à l'ère de la digitalisation extrême. Beaucoup de start-up maintenant commencent à créer leurs entreprises. Mais pas 25 ans. 25 ans, c'est très jeune. Hein. Ouais, 25 ans, surtout il y a 35 ans. Donc moi, je m'adresse souvent aux jeunes filles qui sont dans des startups ou dans la tech et je leur dis, vous savez, quand j'ai créé mon entreprise, vous n'étiez pas encore nés. Alors, ça les fait toujours rigoler. En fait, la création de cette entreprise, c'était un pur hasard. C'était une opportunité que j'ai saisie tout simplement. Parce que quand je suis rentrée au Maroc, j'ai travaillé pendant un peu plus de 2 ans chez Bull, qui entre-temps a été racheté par Atos. Et donc, j'étais analyste programmeur, ingénieur informaticien et puis commercial à la fin les 6 derniers mois. Et puis, j'avais fait un très, très bon chiffre d'affaires commercialement, donc j'avais gagné un prix à l'extérieur, etc. Et puis en revenant, en fait, il y avait un plafond de verre. Quand on parle de plafond de verre actuellement, on n'en parle que pour les femmes. Mais en fait, il y a 35 ans, c'était un plafond de verre par rapport au nationalisme. C'est-à-dire que vous pouviez pas donc espérer avoir un poste de direction. Exactement. Ou d'être fait partie du comité directeur si vous êtes marocain dans un groupe international. Parce que Bull, c'était un groupe français. Et puis un jour, le directeur nous présente un nouveau projet, un nouveau concept qu'il voulait lancer au Maroc, qui est le prestataire agréé. Et donc, il nous a expliqué que il était à la recherche des sociétés de services qui vont offrir des logiciels, des solutions. Et Bull continuera à offrir du matériel, ce qui ferait une solution clé en main. Et le prestataire aurait donc un contrat avec la maison mère qui est Bull. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, il y a 35 ans, les gens n'achetaient pas des logiciels. Ils les développaient eux-mêmes. Même des solutions basiques, comme la comptabilité, la paie, etc. C'est comme si vous dites maintenant, je vais développer un Google moi-même, un truc comme ça, quoi. Ça paraît un peu... Et là, le soir même, je me suis dit, tiens, c'est une opportunité. Pourquoi est-ce que je partirais pas et je créerai une société et je serai le prestataire. Et c'est comme ça que le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec la direction générale et c'est comme ça que c'est parti. Avec mon solde de tout compte qui faisait à peu près plus de 50 000 dirhams, j'ai créé cette société de services qui demandait pas beaucoup de
de financement au départ. Et le fait d'avoir mes grands comptes sur lesquels je travaillais en tant qu'ingénieur commercial Bull et qui avaient confiance en moi, la crédibilité, etc. Donc, étaient devenus mes premiers clients et c'est comme ça que c'est parti. Magnifique. Ouais, en 1987. Magnifique. Et justement, au fait, ce premier pas, on va dire, je pense que vous êtes modeste en disant que c'était du hasard ou que c'était un concours de circonstances, mais j'imagine que c'est grâce justement à vos performances que Bull vous a fait confiance. Oui, parce que je vous dis, oui, enfin effectivement, j'avais gagné ce qu'ils appelaient les prix du Moyen-Orient à l'époque, Afrique du Nord et Moyen-Orient, donc ils avaient confiance, les clients avaient confiance en moi, malgré très peu d'expérience, c'était juste 2 ans. Et donc, il fallait capitaliser sur tout ça. Et puis, c'était une opportunité. J'aurais pu rester commercial en disant, donc, je vais gagner plus d'argent l'année prochaine, etc. Mais c'est pas mon truc, moi. Voilà. Moi, c'est quand je termine quelque chose, avant même de terminer, je pense déjà à la suite de ce que je vais faire. Je peux pas faire les choses 2, 3 fois. La même chose, c'est pas possible. Chaque fois que je fais un mandat, j'ai fait un mandat au Conseil de la concurrence, un mandat au niveau de la PIB, par exemple, il a fallu faire 2 mandats parce que justement, ils ont tellement, je dirais, apprécié le travail de l'équipe. À la FEM, j'ai fait 2 mandats parce que c'était la création, comme c'est moi qui étais la fondatrice. Donc le bébé était pas encore assez mature pour passer la main, mais sinon je passe la main facilement, quoi. Et donc, en fait, dans ce monde, à l'époque d'hommes. Oui, tout à fait. D'accord, très, d'hommes et de technologies, naissantes. C'était quoi les premiers, on va dire, les premières réalisations ou les premiers impacts que vous avez eu et qui a fait que justement vous rejoignez la PEBI, vous créez la FEM, vous rejoignez la CGM, donc tout ça, je rappelle, à moins de 30 ans. Donc oui, c'est effectivement 87, donc ça fait quand même plus de 30 ans, quoi. Ça fait 37 ans. Bah, vous savez, au contraire, intégrer la PEBI, intégrer la CGM, etc., ça faisait partie des moyens de développement du business. Pour moi, une association, un réseau, certes, vous consacrez du temps, vous donnez de votre temps, c'est du bénévolat, mais forcément, vous avez un retour sur investissement. Que ce soit en termes de réseau, que ce soit en termes de veille au niveau du secteur, etc. Et c'est vrai que la PEBI avait été créée donc en 89 par feu Camille Sebelou, dans la grande entreprise CBI est toujours à ce moment-là bien gérée par la famille et par d'autres. Et moi, j'ai intégré un an après, j'ai intégré, dès que j'ai su qu'il y avait une fédération dans des technologies de l'information, qui était encore à l'époque association. APEBI, c'était association professionnelle de la bureautique et de la télématique. Donc, vous voyez, même la terminologie a changé entre-temps. Et donc, je me suis dit, je peux pas être dans un secteur et ne pas adhérer à une fédération qui gère ce secteur. Encore une fois, c'est un moyen justement de savoir ce qui se passe dans le secteur et de travailler avec ses compétiteurs et de trouver des partenaires à l'intérieur même de la fédération. Et la CGM, c'était également parce que justement c'est le patronat. Et à 25 ans, j'étais patronne. On ne le voyait pas comme patronne puisque je le raconte beaucoup à la CGM, on prenait soit pour une hôtesse, soit pour une journaliste, on me demandait toujours de quel journal j'étais. Mais il fallait que je m'impose en tant que patronne et que je participe à tous les débats économiques. Donc pour moi, c'est gérer une entreprise, c'est pas gérer une cellule à l'intérieur, non. Il faut gérer l'environnement également de l'entreprise, tout l'écosystème. Exactement. Et donc, vous l'avez vécu, on va dire, vous avez vécu tous les premiers pas de toutes ces fédérations, associations. Vous y avez contribué. Aujourd'hui, 35 ans après, en termes de réalisation de l'APEBI pour ce secteur, puisque bon, aujourd'hui il est beaucoup plus structuré, il y a beaucoup plus d'acteurs, on est quand même reconnu, que ça soit au niveau africain et même au niveau européen, par rapport à un certain nombre de secteurs stratégiques. C'est quoi les principaux, on va dire, accomplissements qui vous ont marqué en ces 35 ans? Vous savez, énormément de choses. Comme vous avez dit, moi j'ai adhéré à la PEBI en 90. En tant que membre, tout simplement, j'ai eu un mandat de secrétaire général, j'ai eu un mandat de vice-président à plusieurs années. Je me suis même présentée aux élections et je n'ai pas été élue.
Oui, les débuts des années 90. D'accord. Et je pense que j'ai marqué les esprits parce qu'en fait, le président qui a été élu, que j'apprécie jusqu'à maintenant, que je connais bien, j'ai accepté d'être sa vice-présidente, ce qui est assez rare. Oui, voilà. Et vraiment, c'est assez rare parce que malheureusement, la tendance à être plutôt quand on n'est pas élu, on est fâché ou on va créer autre chose. Non, moi j'ai accepté d'être sa vice-présidente, mais je me suis dit un jour ou l'autre je présiderai cette association. Il n'y a pas de raison. Et j'étais effectivement la seule femme, et donc je pense que psychologiquement les membres n'étaient pas prêts à voter pour une femme à l'époque. Franchement, c'était il y a 25 ans, ils étaient pas encore prêts. Et en 2016, quand je me suis présentée, j'ai pratiquement, je pense, à l'unanimité. Et après mon premier mandat de 2016-2020, 2016 à 2018, en 2018, personne n'a voulu se présenter contre moi parce que franchement, ils étaient très contents. Ils m'ont fait encore confiance la deuxième fois. Et je pense avec toute modestie qu'on a fait un excellent travail. Mais avant mes mandats, beaucoup de présidents se sont relayés. Il y a eu des choses extraordinaires qui ont été faites. Je parlerai peut-être du Technopark. Le Technopark, ça a été donc quelque chose qui a été conçu entre le gouvernement et l'APIBI. Et l'APIBI a toujours été vraiment l'interlocuteur de ce secteur-là. Dès 2001, il y a eu un contrat-programme de développement des secteurs de l'informatique, des technologies de l'information, qui a été signé avec l'APIBI. Donc, l'APIBI a été à toutes les étapes de l'évolution. L'APIBI a participé à toute l'élaboration des différentes stratégies, que ce soit Maroc 2013, par la suite Maroc 2020. Alors à mon arrivée donc en 2016, la situation de l'APIBI n'était pas extraordinaire. Vous savez, une association, ça passe par des hauts et des bas selon la conjoncture, selon l'équipe, etc. Toute entreprise. Et donc en fait, ce que j'ai fait d'extraordinaire, c'est que j'ai su m'entourer. Franchement, j'avais un bureau qui était formidable, un vice-président général. Je peux pas tous les citer, mais j'avais vraiment des grandes personnalités et qui sont en fait dans différents secteurs de ce secteur, de différents sous-secteurs. Voilà. Donc vous avez aussi bien le service, les télécoms, le consulting, la monétique, quelque chose qui était important, etc. Et donc c'est vrai qu'on a fait un travail important. On a commencé d'abord par aller chercher. Il y avait malheureusement beaucoup de défaillances. Il y avait beaucoup qui avaient mis un peu en suspens leur adhésion, comme ça arrive dans beaucoup d'associations. Donc il fallait aller chercher tous ces grands qui étaient partis. Donc pour les ramener, il fallait chercher les moyens financiers. Donc c'était la taxe parafiscale. Donc on a travaillé sur ça. C'était la première fois qu'on avait un montant important. À l'époque, c'était dans les 4-5 millions de dirhams. Maintenant, avec le président actuel, ils sont même à plus de 15 millions de dirhams. Et donc, recruter une équipe. Donc, j'ai recruté une bonne déléguée, donc qui est restée jusqu'à il y a quelques mois, donc avec son équipe, parce qu'une association, elle peut pas reposer que sur du bénévolat. Tout à fait. Donc ça, et après, on a lancé, je pense que ce qui était important, c'est on a lancé l'ITEX, qui est l'Africa IT Expo. Vous savez, le GITEX qui se passe actuellement, c'est un peu le successeur. Ouais. Et nous avons lancé pendant les 4 années où j'ai présidé l'APIBI, 2016, 2017, 2018, 2019, nous avons lancé 2 éditions sur Casablanca, avec beaucoup d'Afrique francophone qui sont venus, et même d'Africains anglophones, et 2 éditions à Rabat. Et on a eu le patronage de Sa Majesté pour les 4 éditions, et on avait toujours la présence de Moulay Hafid Al-Alami, qui était ministre à l'époque de ce secteur, qui était à nos côtés. Et c'est comme ça, peut-être que l'idée de venir un peu d'aller chercher le GITEX qui a et d'ailleurs, l'ITEX, le nom, je l'ai fait déposer à l'OMPIC, au nom de l'APIBI. C'est dommage qu'il n'y a pas eu de continuité. J'espère qu'un jour ça sera repris parce que ça appartient vraiment. Autant le GITEX, c'est peut-être mondial. Autant le l'ITEX, pour moi, c'était africain. C'est africain. Et peut-être avec l'actualité en ce moment de la fédération qui se crée, moi, je pense que l'APIBI, j'en profite pour lancer un message, devrait reprendre justement le ITEX qui lui appartient et donc le refaire vivre. Et là, ça serait en fait
un événement africain. Voilà, identitaire. Parce que la Jaitex Africa, même si on dit Jaitex Africa, mais en fait c'est un Jaitex qui est plutôt mondial, sauf qui se passe au Maroc. Donc ça, pour moi, c'était quelque chose qui est important. On a travaillé beaucoup avec Moulay Hafid sur la stratégie 2020. Malheureusement, en fait, cette stratégie n'a pas vraiment donné des fruits par rapport à celle qu'on va voir maintenant. On en reparlera. On a été beaucoup associés au projet de loi sur la création de l'agence, de l'ADD, l'agence de développement du digital. Donc, on était derrière, on a fait des propositions concrètes, on a fait beaucoup de réunions avec le ministre au sujet de ce projet de loi. Et d'ailleurs, le fait d'avoir été député, ça a aidé parce que j'ai gardé quand même des relations avec des députés, etc. Parce que quand vous avez des sujets techniques, il faut aller leur expliquer aux députés pour qu'ils comprennent et pour que ça aille vite. Qu'est-ce qu'on peut citer aussi comme réalisation? C'est l'APB qui a signé le premier contrat programme offshoring de performance. À l'époque, c'était sous la présidence de Ben Kéran, qui était chef de gouvernement. Et donc, c'est comme ça qu'on a travaillé sur l'offshoring. C'est nous qui avons lancé l'offshoring. Il y avait rien. Vous savez, Kazan Offshore, où il y a maintenant peut-être 10 ou 15 000 salariés juste ici à côté à Sidi Marouf, il n'y avait pas, ça n'existait pas. D'ailleurs, moi, en tant que chef d'entreprise, en tant que GFI, j'ai été la première à m'installer là-bas. J'ai eu le trophée du premier client de Kazan Offshore que j'ai gardé. Et on a été associés, mais Sa Majesté était venue pour lancer les travaux de Kazan Offshore. Donc, Kazan Offshore, Rabat, maintenant Tétouan, enfin, etc. Tout ça, c'est l'APB pour dire que chaque grande initiative, en fait, il y a l'APB derrière. Et je pense que le dernier point, avant Maroc Digital de 2030 maintenant, c'est-à-dire qu'après le départ de Moulay Hafid, nous on a préparé au niveau de l'APB, on a préparé ça, qui est le digital au cœur du modèle développement, juste après l'annonce du modèle développement marocain par Sibn Moussa, qui parle du digital comme un des 5 leviers importants pour le développement du pays. Et donc, on a fait un travail extraordinaire avec des grandes entreprises, que ce soit des utilisateurs ou des chefs d'entreprise dans le secteur. Et on a sorti cette recommandation paper avec tous les volets, c'est-à-dire que ce soit formation, infrastructure, export, tout est expliqué dessus. J'ai eu l'honneur et le plaisir de le présenter au chef de gouvernement à l'époque qui était Saadine Lasmani. Et je vous assure que dans la stratégie Maroc Digital 2030, on trouve beaucoup de choses qui étaient là-dedans. Et on appelait pour une mise en œuvre rapide. Et on était toujours derrière en disant qu'il faut un portefeuille ministériel. La PIB l'a toujours réclamé et là, ça a été fait en 2021 avec le nouveau gouvernement. Donc, on était très contents parce que l'agence a vu le jour, un ministère dédié a vu le jour, une stratégie maintenant est là, Maroc Digital 2030, avec un budget qui est quand même important, je pense que ça doit être dans les 11 milliards de dirhams. Cette stratégie donc a fédéré l'ensemble des administrations. Franchement, je pense que je dirais peut-être que à la fin de ma carrière dans ce secteur, je suis rassurée, je partirai rassurée pour ce secteur au Maroc. Magnifique. Vous y avez vraiment contribué et ça fait vraiment, je pense, honneur à ce secteur et à toute cette génération qui arrive. Ce qui nous amène à parler d'une commission que vous avez créée, commission des startups. Ah oui. Que vous avez créé il y a quand même assez longtemps et vous avez été encore un précurseur par rapport à cette vision de ce secteur et de l'évolution de celui-ci et de comment ça devait être en 2018 je pense. 2016 mais 2016 donc dès que vous avez commencé en fait c'est vrai que l'APB a toujours rassemblé les grands. Quand je dis les grands, c'est à dire les 3 opérateurs télécoms, les grands éditeurs, ça c'est très important, Microsoft, SAP, etc. Les grands intégrateurs, donc à l'époque GFI, Capgemini, CGI, HPS, etc., la monétique S2M, donc tous ces grands-là étaient là. Et ayant son siège au Technoparc, j'avais remarqué et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de startups qui se créaient, etc., et qui n'étaient pas intégrées à l'APB. Il y a eu même une tentative, je pense qu'il y a eu même une association qui a été créée
pour rassembler un peu ceux qui sont au Technopark. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir Média Alaoui, à qui j'ai proposé d'être dans mon bureau, et qui était, en fait, qui gérait la Factoré pour accompagner les startups. Donc, il connaissait très bien, je dirais, ce secteur. Donc, il était président de la commission startup. Et on a pensé à faire un livre blanc, mais pour faire un livre blanc, il fallait donc faire une journée de benchmark. Et c'était la première journée que nous avons fait au Technopark, où nous avons convié justement les différentes institutions, l'ADD, le Technopark, la CNTP, etc. Tout le monde était présent. Et on est sorti avec ce qu'on appelait le Start Act, qui était déjà mis en œuvre dans d'autres pays. Et depuis ce jour-là, donc beaucoup de startups nous ont intégrés à l'APB. Donc on a fait un prix spécial vraiment symbolique au niveau des adhésions. Et alhamdoulilah, beaucoup de startups nous ont rejoints et on a commencé à faire des journées grandes entreprises startups, parce que la majorité de problèmes de ces startups, c'est pas uniquement le financement, mais c'est surtout l'accès au marché. Et donc le fait de leur faire rencontrer avec des grands entrepreneurs, c'était important. Donc on a fait vraiment un excellent travail. Et puis là, je vois que au niveau de la stratégie, justement, il y a tout un chapitre sur l'accompagnement des startups. Il y a des objectifs d'ici 2030 très ambitieux par rapport aux startups. Donc, je vois que les choses avancent assez bien. Écoutez, ils ont beaucoup plus de moyens que quand j'ai créé ma société. C'est clair. Nous, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas des incubateurs, il n'y avait pas des investisseurs qui venaient, il n'y avait pas des fonds de garantie tenus par l'État, etc. Donc, vraiment, l'environnement, il a beaucoup changé. Tout à fait. Et justement, en parlant de cet environnement, aujourd'hui, si vous deviez on va dire, le sectorialiser par rapport aux 7 secteurs phares de la technologie, hein, donc l'IT, les télécoms, la cybersécurité, l'intelligence artificielle, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que, au niveau marocain, on est dans un équilibre par rapport à ces différents sous-secteurs, et aussi au niveau africain, ou est-ce qu'il y a un effort supplémentaire à faire sur les uns plus que sur les autres pour que justement cet équilibre fasse partie de vous savez, la fédération actuellement, elle regroupe l'ensemble de ces métiers. Donc, nous avons le secteur de l'offshoring qui est très très important. Derrière que la semaine dernière, il vient d'y avoir la circulaire du chef de gouvernement pour le nouveau contrat-programme qui a été signé donc il y a quelques mois par le président actuel, qui est en fait le même que ce que j'avais signé en 2016-2020, mais avec quelques améliorations. Donc, il y a encore cette volonté, cette incitation de développer le métier de l'offshoring avec plus de valeur ajoutée. Et il faut savoir que maintenant, le métier de l'offshoring, il exporte autant que l'aéronautique. En 2024, c'est exactement le même chiffre. On a eu les chiffres hier par l'AMDIE, donc c'est un secteur qui se développe, qui s'est bien développé. Bon, vous avez les startups, même si on dit qu'il vient de commencer, mais il y en a déjà quelques-uns qui ont réussi à faire des levées de fonds qui sont importants, à s'externaliser. Et donc, l'APB était aussi, ça j'ai oublié de le dire, c'était en 2018, l'APB était derrière cette carte de start-up qui leur permet d'avoir des devises et donc d'être labellisé par l'ADD et par la suite avec l'office d'échange d'avoir, je pense, jusqu'à 1 million de dirhams pour pouvoir acheter justement tout ce qu'il faut comme software, etc. à distance. Donc ça aussi, c'est une réalisation de l'APB en partenariat avec le ministère. Il y a des éditeurs qui sont importants, qui sont même mondiaux, que ce soit au niveau des solutions RH, que ce soit au niveau de la monétique, etc., qui sont également là. Il y a des gros intégrateurs qui sont toujours là. Et il y a beaucoup de PME Tech. Donc, à l'époque, on les appelait pas PME Tech. C'est une notion qui est un peu nouvelle avec ce bureau il a raison, qui va absolument aider beaucoup les PME Dev à se développer. Et donc, c'est eux qui construisent, qui créent des solutions, etc., qui innovent pas, peut-être, parce que l'innovation, quand on dit l'innovation, c'est plus les startups qui cherchent des solutions qui n'existent pas. Et donc, c'est un peu, mais il y a encore du travail à faire sur ces deux volets, que ce soit sur la PMTech, même sur les startups, il y a encore du travail à faire. Et je pense que la stratégie, elle est là. Maintenant, peut-être qu'il faut
des plans d'action plus détaillés. Il faut peut-être, le budget il est là, il faut peut-être accélérer et surtout essayer de faire un point minimum une fois par an. Si c'est pas 6 mois, parce que nous sommes dans un secteur qui bouge énormément. Et moi, quand nous avions créé l'ITEX, le premier objectif c'était ça. C'était en fait évaluer la stratégie Maroc Digital 2020 tous les ans. Oui. C'est très très important. C'est le seul moyen justement de voir là où ça va très bien, là où ça va moins bien et comment rectifier. Aujourd'hui, donc dans le cadre de toutes ces stratégies, dans le cadre de cette évolution justement rapide du secteur, adhérer à la PEBI, et en fait, qu'est-ce que ça garantit justement à des PME tech, qu'est-ce que ça garantit à ces startups, à tous ces, moi, je peux parler peut-être d'un volet que j'anime au niveau de la PEBI à la demande du bureau actuel, c'est le développement de l'export. Pour la PME tech marocain, le marché marocain il est petit. Dans le digital, je veux dire, il faut qu'on soit mondial. On peut pas être marocain. Et donc là, la PEBI a réussi à obtenir une enveloppe très très importante du ministère du Commerce et de l'Industrie pour justement développer l'export, au même titre que les autres fédérations. Alors, toutes les fédérations les ont eu. D'ailleurs, c'est la refonte de la TPI qui a été faite conjointement avec l'ASMEX. L'ASMEX qui est l'association des exportateurs, dont je suis vice-présidente également. Et donc là, pour ça, on a créé 4 commissions, c'est-à-dire au niveau régional, donc une commission Afrique, une commission en Moyen-Orient, une commission Europe, et une commission Amérique. Et donc, on finance déjà, il y a eu beaucoup d'événements déjà. Donc, soit des événements pour que nos PME Tech participent à différents salons, soit des missions B2B, tout simplement. Donc, en partenariat avec nos ambassades sur place. Et d'ailleurs, il y en a une qui va se dérouler juste après la Coupe d'Afrique, Inch'Allah. C'est la Caravane Afrique qui va être, c'est une première. Donc, c'est quelque chose que j'avais vu, moi, quand j'étais entrepreneur au niveau Maroc Export, qui faisait des caravanes Afrique qui étaient très réussies. C'est comme ça, d'ailleurs, que j'ai commencé à exporter en Afrique tout le début. Et puis après, ça s'est développé jusqu'à l'acquisition de 6 entreprises en Afrique. Et donc là, juste après janvier, on va partir sur la Côte d'Ivoire et le Bénin. Donc avec un groupe d'entreprises PME Tech. Il y en a qui ont déjà exporté, il y en a qui n'ont jamais été en Afrique. Donc pour eux, ça va être la première occasion. Et on va leur organiser des missions B2B et des rencontres avec des institutionnels sur place. Et je suis sûre que ça donnera forcément des... Donc, en fait, quand on adhère à une association, on a peut-être l'impression au départ de perdre sa cotisation ou de son temps, alors qu'en fait, non, il y a tellement d'actions qui peuvent servir directement à l'entreprise. Et puis, il y a même des actions pas directement à l'entreprise. Je vous donne, par exemple, quelques exemples. Je ne sais pas en quelle année, je pense 2019, dans la loi de finances, ils voulaient rajouter une taxe spéciale sur l'importation des ordinateurs, etc. On est monté au créneau, on a été voir le ministre, on a fait tout un lobbying, on a fait un dossier, etc. Et donc, cette taxe n'a pas touché les ordinateurs. Donc, au fait, il y a des retombées qui sont aussi indirectes. L'association, ce n'est pas pour, je veux dire, c'est aussi pour justement améliorer l'environnement qui, finalement, indirectement, porte, je dirais, ses fruits pour les membres. Exactement. Et puis, c'est donnant. Les membres, ils doivent savoir que quand on est dans une association, il faut également y consacrer un peu de temps. Il faut s'impliquer un peu. Je dis pas qu'il faut être impliqué tout le temps, mais il y a des périodes, par exemple, où un chef d'entreprise est très pris par son travail. Je comprends, mais de temps en temps, il faut quand même donner aussi à la communauté. Exactement. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on développe une communauté, bien sûr. Tout à fait. Et puis même les membres entre elles, vous savez, quand ils se retrouvent à la PEBI, ils peuvent aussi travailler entre elles. Tout à fait. Et puis ça crée, c'est ça les réseaux, en fait. C'est ça le système de réseau. Donc, c'est-à-dire que quand vous êtes partenaire et quand vous êtes membre, il y a une forme de relation de confiance qui se crée de manière implicite et ça facilite les échanges, ça facilite surtout aussi pour les CEO, pour les directeurs de business dev, etc. Ils peuvent pas, je veux dire, avoir affaire juste à des prospects et tout. Il faut qu'il y ait une ouverture qui s'ouvre sur l'environnement, qui sache ce qui se passe. L'enjeu de l'intelligence artificielle aujourd'hui, je sais que la PEBI fait beaucoup de choses
Tout le monde fait beaucoup de choses. Exactement. Donc, en fait, on n'a pas le technologie, quoi. On n'a pas le choix. On n'a pas trop le choix. Mais particulièrement, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui ne savent pas par quel bout prendre ce sujet. Et bien sûr, qui ne sont pas forcément dans le secteur des technologies et qui sont du coup clients ou clients potentiels. Pareil pour la cybersécurité, au fait, qui sont tous ces sujets-là hyper pointus, hyper techniques et sur lesquels on a besoin d'un accompagnement. On peut pas y aller se jeter dessus seul. Donc, qu'est-ce que aujourd'hui sur ce dernier volet, la cybersécurité, l'APEBI donc vient de créer une commission cybersécurité. Il y a beaucoup de monde déjà qui travaille dessus. Rien que le 3 décembre, donc première édition de l'Agora sur cybersécurité, avec la présence de la Direction générale de sécurité au niveau du Maroc, le ministère de la Défense, c'est quelque chose qui est important avec la CNDP, etc. L'APEBI, en fait, gagnerait à accompagner les autres fédérations. Vous savez, l'APEBI, elle siège au conseil d'administration. C'est une fédération externe, mais qui a un siège au niveau du conseil d'administration. Et donc, le président actuel, Redouane, il a d'excellentes relations avec les présidents des autres fédérations. Et donc, l'APEBI, elle a un rôle important d'accompagnement, justement, des PME des autres secteurs au niveau de l'intelligence artificielle. C'est très important, d'autant plus qu'il y a des compétences qui sont à l'intérieur de l'APEBI, et donc il faut vraiment accompagner ça. Le Maroc, hub technologique pour l'Afrique, et voire même pour l'Europe. Ouais, je sais pas trop ce que ça veut dire ce mot hub technologique, la vérité. Parce que il y a quand même des pays qui sont plus en avance que nous. Ah bah oui, mais ça ne n'empêche pas de oui, bien sûr, de se positionner. Non, on se positionne. La preuve, j'ai été peut-être avec toute modestie parmi les premières entreprises à avoir convaincu le groupe GFI, qui n'a jamais été en Afrique, à opérer en Afrique à partir de Casablanca. C'est comme ça qu'on a commencé. Et donc, quand ça a commencé à marcher, que tous les ingénieurs partaient de Casablanca, pas besoin de visa, on a des vols, etc., on a tout ce qu'il faut. Et quand ça a commencé à bien marcher, c'est là que j'ai obtenu l'accord du comité international pour commencer à investir au Maroc. Et c'est comme ça qu'on s'est installé en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun, en Tunisie, etc. Donc, dans ce sens-là, oui, pour travailler B2B. Mais je veux dire, il y a des domaines dans lesquels d'autres pays nous ont dépassés. Et donc, pour moi, ce qui est important, c'est travailler en fait win-win et avoir des solutions qui peuvent servir à toute la région, toute l'Afrique. D'ailleurs, c'est dans cet esprit que nous avions organisé les Hightex. Dès le départ, c'était Africa High Expo, c'était pas Maroc. Et donc, à chaque année, on avait 2 pays en honneur, Côte d'Ivoire, Sénégal, après on a eu le Cameroun, Nigeria, etc. Et on avait créé même ce qu'on appelle un groupement des associations qui travaillent dans le digital. C'était Africa Développement Digital. Et d'ailleurs, je suis contente parce que le bureau actuel, il a repris ça. Et pour aller plus loin, je pense qu'on va avoir l'occasion d'en parler. Et donc, c'était justement comment faire en sorte qu'une start-up qui crée, qui a une idée géniale au Nigeria ou au Cameroun, puisse justement accéder à tout le marché des 54 pays. Parce qu'en fait, c'est ça l'intérêt. C'est pas le hub dans le sens du Maroc, on va aller couvrir tous les. Non, c'est juste pour ce lien. Exactement, c'est dans les deux sens. C'est compliqué. Parce que comme on avait du retard et que le retard dans le digital s'attrape facilement, parce qu'on appelle le saut de Gaulle. Et donc il faut qu'on arrive à ouvrir ce marché-là. Mais ce marché, il est en train de s'ouvrir aussi naturellement grâce à l'accord de la ZLECAf. L'accord de la zone de libre-échange intercontinentale, qui est à sa 5e année déjà de mise en œuvre. Il y a le protocole sur ce qu'on appelle l'économie numérique, qui a déjà été approuvé par l'ensemble des chefs d'État, y compris le Maroc. Donc maintenant, ils sont en train, au niveau des ministères de tous les 54 pays, ils sont en train d'étudier les annexes, etc. Et l'APEBI devrait également, et je l'espère, mais à mon avis, elle va être bien, je dirais, militer aussi pour travailler sur ces annexes, pour que ce soit un peu à l'avantage, parce que vous savez comment ça se passe, les négociations internationales, chaque pays va essayer de tirer un petit peu de son côté. Et donc là, une fois que c'est fait, que ça va devenir effectif, donc c'est dans les services,
eh ben, je pense que justement le marché, maintenant, il faut que l'ensemble des réglementations également suivent et soient conformes. Par exemple, au niveau de la protection des données, nous avons le CNDP, nous avons une loi, d'autres pays ne l'ont pas, etc. Donc donc il y a aussi de la réglementation à revoir pour homogénéiser tout ça. Mais le fait justement du bureau actuel qui va concrétiser, j'espère bientôt lors du forum ZLECAf à Marrakech, la fédération justement des entreprises des technologies de l'information avec une dizaine de pays, ça va apporter beaucoup de choses, je pense, pour les membres de l'APB, ça va être assez intéressant. Par rapport à cette préparation, on va dire à ce type de challenge, les atouts marocains aujourd'hui, bien sûr, il y a des sujets sur lesquels on est un peu en retard, mais quels sont les sujets sur lesquels on est pionnier aujourd'hui? On est bien. En fait, l'avantage du Maroc avec sa stabilité politique et son emplacement, c'est que on arrive à attirer les grands, justement les grands, les ORAG, etc. Les grands, on arrive à les attirer ici. Et donc l'idée, justement, c'est d'investir, c'est de recruter ici, etc. Et dans le cas de au niveau du cloud, je pense que au niveau de Frère Hamna, où il y a l'UM6P, je pense que nous avons le plus grand centre apparemment de traitement de toute l'Afrique. Donc il y a tous les projets de l'énergie solaire aussi qui sont très importants parce que les technologies de l'information sont très très gourmands au niveau de la consommation, etc. Donc on a quand même bien sûr la jeunesse, mais bon, les autres pays également de l'Afrique, tous les pays d'Afrique, ils ont donc on a quand même, et puis cette relation, je pense, d'amitié de haut niveau que nous avons avec tous les pays, et puis cette évolution rapide, même au niveau d'infra, nous avons de la chance d'avoir la Coupe du Monde, ça nous a, en 2030, ça nous a boosté, donc on a déjà la 5G qui est lancée, réduit, mais qui va être généralisée. Et donc, je pense qu'on est un pays qui peut faire des jaloux au niveau du continent, mais on est aussi un pays aimé par les autres continents. Moi, je le vois au niveau de mes différents déplacements, etc. Nous sommes toujours très bien accueillis. Ils adorent notre roi. Alhamdoulilah, le problème du Sahara, on est en train de le dépasser. Donc, il faut juste, je dirais que les jeunes qui sont sur place croient plus à notre pays et les jeunes qui sont encore à l'extérieur rejoignent le navire marocain. Exactement. Parce qu'au Maroc, tout est possible, comme je dis toujours. Le chemin est possible. Ça nous ramène à cette question que je pense beaucoup se posent. Le Maroc de 2030 ou le Maroc de 2040, même si à mon avis ça n'aura plus rien à voir avec ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Ouais, ça évolue beaucoup. Ouais. Voilà, ça va tellement vite. Vous l'imaginez comment? Il faut qu'on garde cette impulsion, que 2030 nous a donné, en fait. C'est ce qui est important. Il faut pas que après 2030 on se lâche. Il faut garder. Parce que nous, les Marocains, on adore des deadlines. Vous savez, quand on a dit à Sa Majesté que le tramway va à Casablanca va rouler le 12/12/2012. Oui. Beaucoup de gens n'y croyaient pas. J'y étais à l'inauguration par Sa Majesté. Je vous assure que c'est un plaisir et vous avez la chance de pousser quelques années avant. Vous pouvez lancer un défi, vous pouvez le réaliser. Le 12/12/2012, le premier tram de Casablanca a circulé avec Sa Majesté à l'intérieur. Là, on dit 2030, je suis sûre qu'on sera prêt en 2030. Vous avez qu'à voir tous les... Mais on a besoin de ce booster, on a besoin de créer quelque chose... mais ça va pas se faire avec nous. Nous sommes, je dirais, la génération passée. C'est les jeunes d'aujourd'hui, ce sont ces jeunes-là qui ont 25 ans, entre 25 et 30, qui vont construire ce Maroc d'après 2030. Qu'est-ce que vous leur recommandez? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? En fait, moi, je veux leur dire, vraiment, d'abord pour ceux et celles qui sont là et qui sont pas toujours très contents de ce qui se passe, je leur dis, changez les choses, c'est à vous de les changer. C'est vraiment chacun dans son poste, dans sa vie, dans sa maison, avec ses enfants, il peut changer les choses. Exactement. Et à ceux qui sont pas encore là, je leur dis ne tardez pas trop parce qu'il y a tellement d'opportunités au Maroc que vous risquez de les rater. Revenez au pays, il y a beaucoup de choses à faire
Voilà. En fait, sur ce beau message, j'aimerais finir notre discussion avec votre livre que j'ai parcouru. J'ai pas encore lu en entier, mais j'ai lu pas mal de passages parce que je l'ai découvert il y a pas très longtemps. Et justement, ce livre qui est autobiographique, il s'appelle Le chemin des possibles. Et dedans, c'est assez incroyable parce qu'en fait, tous les messages dont on a parlé maintenant, d'accord, ils sont entre autres J'y crois beaucoup, vraiment. Voilà, parce que en fait ça permet de toucher votre authenticité et justement cette vision que vous avez toujours eue dès le départ, c'est-à-dire dès que vous avez commencé, dès que vous avez été faire vos études, vous avez justement créé votre destin. Vous n'avez pas subi, vous avez rien subi, et vous l'avez fait vous dans un monde où il y avait encore moins de possibilités, encore moins d'opportunités et encore moins de facilité. Et franchement, c'est un message d'espoir extraordinaire pour nos jeunes, justement. Oui, vraiment. J'ai eu l'occasion de le présenter à pas mal de gens des universités et tout. C'est vrai que les jeunes, ça leur parle. D'ailleurs, je l'ai fait traduire en arabe aussi parce que c'est génial. J'avais remarqué qu'à l'INSEAS, quand je l'ai présenté à l'INSEAS, il y avait beaucoup qui posaient des questions en arabe et puis je me suis dit, il faut le faire traduire en arabe. Et comme ça, il s'adresse à tous. En anglais, ce qui est assez incroyable. Ouais, c'est vrai, pas encore, mais pourquoi pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes Marocains anglophones qui sont beaucoup plus anglophones que francophones. Et justement, pour finir ensemble cette belle épisode, j'aimerais pas qu'il se termine, mais bon, on a des contraintes dans ce sens-là, mais si on devait le résumer un message, donc au-delà du chemin des possibles, quel serait ce message-là aujourd'hui, dire quelques années après le livre? Je dirais que toutes celles et tous ceux qui ont une expérience formidable, parce que je suis pas la seule, qui ont fait beaucoup de choses, qui ont gagné beaucoup de choses avec le pays, devraient aussi transmettre leur expérience. Franchement, je pense que les paroles, s'ils s'en vont, mais les écrits restent. Et nos jeunes, ils ont besoin de rôle modèle. Ils ont besoin de se projeter, ils ont besoin, encore plus les femmes, de se dire que c'est possible, je peux faire ça en étant mariée, en ayant des enfants, etc., etc. Donc, c'était pas, dans le livre, vous avez certainement remarqué, c'était pas toujours facile. Dans la vie, tout n'est pas facile. Donc, j'ai eu aussi des problèmes, etc. Mais, justement, savoir les surmonter, savoir revenir, etc. C'est quelque chose qui est important. Et, avec toute humilité, savoir écouter aussi, savoir apprendre tout le temps des gens, etc. Et je pense que, vraiment, moi, je suis confiante pour le pays. Vraiment. Je rencontre beaucoup de jeunes, là, vous savez. En ce moment, il y a la création de la branche Women in Tech au Maroc. Il y a aussi Women in Intelligence Artificielle. Je pense que c'est demain qu'ils vont lancer. Il y a plein d'initiatives. Donc, je me dis, le relais, il est passé, quoi. Il y a de l'avenir. On est au premier épisode de cette série dédiée à l'APB et aux grandes personnes qui font aujourd'hui cette fédération. C'est un honneur que je sois la première. Parce que c'est peut-être pas l'honneur, il est pour nous. La seule femme à avoir présidé l'APB. C'est vrai, quand je rentre dans le bureau de l'APB, je vois les photos en 30 ans. Et je cherchais, je vous assure, en 2016, je cherchais des femmes à mettre dans mon bureau. Il n'y avait pas beaucoup de femmes chefs d'entreprise dans la tech. Maintenant, ils sont, et la dernière fois quand j'étais invitée par Women in Tech, j'ai dit, c'est bien que vous saviez une association, que vous restez entre femmes pour lire, mais intégrer quand même l'APB, intégrer une association professionnelle pour être confronté aux problèmes des autres, ne restez pas entre vous, c'est important. Aussi d'être cette mixité qui apporte toujours quelque chose. Tout à fait. Justement, on peut finir parfaitement là-dessus parce que c'est pas parce qu'il y a une association spécifique qu'on ne peut pas être membre en tant qu'association spécifique à la Bien sûr, parce que la fédération, justement, elle regroupe également des associations. Magnifique. Donc, ça serait important, par exemple, que Women in Tech adhère à l'APB en tant qu'association. Moi, je présidais la FEM, et donc une association des femmes chefs d'entreprise, dans tout secteur confondu. Mais ça empêche que chaque membre, je lui conseillais d'être dans la fédération de son secteur d'activité.
Écoutez, en tout cas, c'était un bonheur. Merci vraiment. Ça m'a remémorisé l'histoire, l'historique et tout ça. En tout cas, je pense que c'est vraiment avec beaucoup d'enseignements et vous avez apporté énormément dans ce petit laps de temps et je conseille pas assez de lire ce livre parce que franchement il est extraordinaire et justement c'est un booster pour toutes les personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, qui ont une start-up ou qui se lancent tout court ou qui finissent des études. C'est un beau modèle qu'on a avec nous. Merci encore. Merci et puis à très bientôt. À bientôt. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Abonnez-vous, partagez cet épisode et rejoignez-nous pour la prochaine conversation sur CEO Enlightenment.